Bonsoir, eh bien je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au nom de la loi, le dernier de la saison. Il y a un peu plus de 2 ans, le 6 avril 1994, commençait le génocide rwandais. Entre 600 000 et 1 million de victimes, essentiellement des Tutsis, mais aussi des Belges. 16 Belges, les 10 casques bleus tués à Kigali, 3 Belges qui avaient épousé des Tutsis, et enfin 3 jeunes coopérants dont le meurtre pose pas mal d'interrogations. Oui, en fait, ce sont les parents et les amis des jeunes coopérants qui ont attiré notre attention sur différentes coïncidences. Par exemple, le fait que les projets pour lesquels les jeunes coopérants étaient censés travailler fonctionnaient très mal. Le matériel didactique n'arrivait pas dans les écoles. Le matériel qui était commandé par la Belgique ou financé par la Belgique n'arrivait pas sur place. Autre coïncidence, le fait que les promoteurs de projets sur place au Rwanda étaient tous des proches de la famille du président Habyarimana. C'étaient des noms que nous avons appris à connaître, par exemple le colonel Bagosora, qui est considéré par la Belgique et par beaucoup d'autres comme le promoteur du génocide rwandais. De là à penser qu'il y avait détournement de l'argent, que ces proches du président détournaient une partie de l'argent et que ces détournements étaient peut-être liés à la mort des 3 jeunes coopérants, il n'y avait évidemment qu'un pas que les familles des victimes franchissaient allègrement. Alors pour en avoir le cœur net, eh bien, nous sommes allés voir sur place. Vous ne connaissez pas les Belges qui ont été tués là-bas? Non. Vous n'étiez pas là au mois d'avril 1994? Non. Ababiligi bakoraga hano urabazi? Bakoraga hariya b'abaprofeseri. Tuje-vous? Ubu ukuntu bapfuye ushaka kubyibuka? Uretse ko njebwe nari ndi mu rugo. Ariko numva ko barashwe ari nko mu mugoroba. On l'a tué comme il était les Belges. Et on a tué Antoine et Christine. Tous. Pour la même les assassinés. 2 ans après le génocide, l'atmosphère reste lourde à Rambura. Conséquence des tueries d'avril 1994 et de l'exode massif qui a suivi, beaucoup de maisons sont abandonnées. Ceux qui sont restés se taisent. Cette région est appelée la colline du président. La famille de l'ancien président rwandais Habyarimana, assassiné le 6 avril 1994, en était originaire. La région est un fief Hutu, l'ethnie majoritaire au Rwanda. Les rares Tutsis ont été chassés. En 91 et 92 déjà, des massacres ethniques ont fait plusieurs dizaines de victimes. La région est dangereuse. Très dangereuse. Les gens avaient peur d'y travailler pour bien comprendre que c'était une région dangereuse. Pour y aller comme professeur, on nous transportait par force dans les jeeps militaires. Augustin Mouvouni, aujourd'hui député, a enseigné pendant 8 ans à Rambura avant d'être exclu de l'école et emprisonné. Quand je me suis informé en 1984 pourquoi on construisait des écoles, beaucoup d'écoles en un moment, et dans un mémorial, on me disait que c'est ce défaut qu'on détournait sur les efforts de développement, surtout sur la construction des routes et des hôpitaux. Et puis on détournait ça pour favoriser la région du président. Rambura est une commune riche dans un pays pauvre. Routes, électricité, école, rien n'est trop beau pour la colline du président. Cette commune de quelques milliers d'habitants possède 3 écoles secondaires, un record pour le Rwanda. Dominique Matabaro était professeur dans une de ces écoles. Sa femme est Tutsi. À Rambura, il est une des premières cibles des escadrons de la mort. Moi aussi, j'étais menacé parce que j'ai perdu mes 2 enfants.
En fait, c'était le matin. Moi-même, j'étais ciblé parce que j'avais une épouse, mon épouse est Tutsi. Et ce sont les gens de l'ethnie qu'on recherchait prioritairement. Les miliciens Hutus, les Interamwe, répandent la mort sur la colline. Des prêtres, des femmes, des enfants sont massacrés à la machette. Tous les étrangers à la région sont visés. Après, le mouvement a continué vers les Blancs, les Belges, qui habitaient là-bas. Olivier habitait la maison là-bas avec le directeur. On a commencé par tirer sur la famille. Et il y avait une famille là, un couple. Antoine et Christine. Et voilà, Antoine et Christine. On a commencé par cela, par le coup de balle. Et après, on est monté attaquer Olivier. Antoine Godefriot et Christine André occupent une maison confortable au centre du village. Antoine est enseignant en Ramboura. Ils viennent de se marier et ne sont au Rwanda que depuis 6 semaines. Ils auraient été tués à l'arme automatique sur leur terrasse. Olivier Dulieu habite seul une maison tout en haut de la colline. Il est arrivé au Rwanda en novembre 92 pour enseigner l'électromécanique au collège de Ramboura. Le directeur du collège occupe la maison contiguë. Olivier, qui s'est réfugié dans la pièce arrière de sa maison, est tué par l'explosion d'une grenade. Le fameux 7 avril, 8h30 du matin, c'est la dernière fois que je l'ai entendu au téléphone. Et là, il paniquait. Là, il a dit, je vois déjà plein de morts autour de moi, j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'était les dernières nouvelles qu'on a eues. Bongo wamenya iby'urupfu rwe erega ndi kubyumva aya kubimenya gusa twese icyo gihe twariri dufite ubwoba twiruka baba batangiye nyine bya bindi byamuntera hamwe nyine ariho n'abari abapadiri bishwe urumva twari dufite ubwoba twiruka twese twari twataya na diregiteri yari yataye hariya twagiye tujiriya mu misozi miremire mu kugaruka dusanga rero yarishwe. Les gens qui sont venus vous tabasser et qui sont venus ensuite tuer Olivier, Christine et Antoine, vous les connaissiez? Vous en connaissiez? Oui, certains je les connais de visage, mais ici chez moi ils étaient conduits, envoyés par le chef de Interahamwe, qui était d'ailleurs professeur au groupe scolaire de Ramboura Garçon en bas, qui s'appelait Kademani. C'est lui qui avait mobilisé justement ces gens-là pour venir me tabasser. Assisté aussi par un assistant bourgmestre, Sebatacha. C'est lui aussi qui était à la tête du groupe, de l'équipe. Et ça y est, c'est lui qui a dirigé justement le convoi vers les berges. Sebatacha, l'assistant bourgmestre de la commune de Karago, assisté par épaulé par le responsable des langues de la commune Yichie, c'était qui encore Netourié Paul. Lui aussi travaillait au groupe scolaire de Ramboura Garçon. Donc c'était des collègues d'Olivier et d'Antoine? Enfin, apparemment, oui, parce qu'ils étaient professeurs dans des écoles différentes, mais c'était des collègues. Quoi. Les gens l'aimaient bien ici. Il aimait beaucoup. Beaucoup de gens. Sauf que si tu aimes ton ennemi, c'est tout comme tu aimes une fille qui ne t'aime pas. Le collège technique Kibiekane de Ramboura est une école prospère. 500 élèves, provenant en majorité de milieux favorisés, paient chaque trimestre un minerval de 6 000 francs rwandais. Une somme tout à fait considérable dans ce pays pauvre. En plus, l'école est financée par la Belgique dans le cadre de la coopération au développement. C'est l'organisation montoise Nord-Sud Coopération qui pilote le projet. Et pourtant, l'école fonctionne mal.
Oui, il manquait de matériel comme les transformateurs électriques, comme aussi des interrupteurs de fil électriques, comme les téléphones aussi, et des coulades de l'eau, ainsi de suite. Vers le 20 avril, j'ai envoyé une lettre à Collard et la même à mon ONG. Une lettre assez dure qui disait notamment que si le 20 mai je n'avais pas les clés de l'atelier en main, eh bien je donnais mon préavis de 3 mois. Je reçois alors 2 semaines après un coup de téléphone furax de Collard qui n'admet pas que je ne l'ai pas averti en premier lieu et qui me dit qu'il a contacté un des membres du conseil d'administration qui passera à Ramboura dans les 2 jours. Depuis cette communication, personne n'est venu et rien n'a changé au problème. Disons qu'on a fait une petite erreur de timing, on l'a envoyé un peu trop tôt. Parce que on croyait que les bâtiments allaient être terminés à telle date, et puis ça, comme souvent, ici aussi d'ailleurs, quand on construit, c'est pas toujours fini, toujours on le dit. Bon, ça a traîné plus longtemps, ce qui fait que les locaux étaient pas très bien adaptés, enfin au départ, et qu'au départ, il s'est surtout occupé d'ailleurs de terminer ou courir derrière l'entrepreneur pour qu'il vienne achever, etc. Les élèves que nous avons rencontrés nous disent que parfois ils se sont mis en grève pour réclamer des moyens, donc pour réclamer du matériel, parce qu'ils n'avaient pas les cours techniques. Ils avaient, moi je n'ai jamais entendu parler de ça, c'est enfin, une première nouvelle. En tout cas, nos coopérants ne nous ont jamais fait mention de ça dans leur rapport. Deuxièmement, je vous dis, moi j'ai les dossiers, vous pouvez regarder, et on a les inventaires. Et bon, ce qui était nécessaire était là. Bon, comme c'était la première année de cours, je ne veux pas dire qu'ils étaient déjà équipés comme au bout de 5 ans, hein, mais il y avait enfin, tout ce qu'il faut pour apprendre les cours d'électricité de première et deuxième année. Le mauvais fonctionnement de l'école de Ramboura est attesté par Olivier Dulieu dans plusieurs de ses lettres, mais aussi par le prédécesseur d'Olivier, coopérant lui aussi pour Nord-Sud Coopération, et qui, lui aussi, s'est plaint à plusieurs reprises. Des sommes avaient été dégagées pour acheter ce matériel. Ah, en principe, oui. D'autant plus que moi, évidemment, très étonné et surtout très déçu, 1 mois et demi après, je suis rentré ici à Mons et j'ai été frappé à la porte de Nord-Sud en disant « Dans quoi est-ce que vous m'avez envoyé ?» puisque je ne suis pas dans une école technique. Et à ce moment-là, évidemment, les gens de l'ONG m'ont dit « Mais enfin, ce n'est pas normal, on avait fait le nécessaire pour que tout soit là. » Et ils m'ont dit « De toute façon, il ne faut pas vous tracasser. On vient de signer un chèque d'1 million et dans les semaines qui viennent, vous recevrez l'argent et vous pourrez acheter le matériel qu'il faut avec ça. » Évidemment, 6 mois plus tard, je n'avais toujours rien. Si l'on en croit ses bilans annuels, Nord-Sud Coopération consacrait pourtant beaucoup d'argent à l'école de Ramboura. Au terme de l'année 93, 18 931 000 francs avaient été versés conjointement par Nord-Sud Coopération et par la GCD. Dans cette somme, il y a tout. Il y a la construction des bâtiments qui tout de même ne sont pas négligeables. Il y a une douzaine de classes, il y a 2 ateliers, il y a bon, etc. Deuxièmement, il y a les salaires des coopérants. Troisièmement, il y a aussi l'équipement qu'on a acheté, soit ici, soit là-bas, mais là. Donc le seul argent qui soit allé, disons, directement à des Rwandais, c'est l'argent qui a servi à la construction, qui s'est tout de même étalé sur 3 ans, et bon, on avait un devis, parce que, enfin, vous dites, on construit comme quelqu'un qui construit, on n'est pas une administration, donc on a demandé un délai de vie, le budget. On a construit ce qui était prévu dans les limites du budget, avec les factures des entrepreneurs, etc. Donc tout ce qui était payé était justifié par facture. Pourtant, dans un autre projet financé par Nord-Sud Coopération, l'Institut Saint-Fidèle à Gizeni, un autre coopérant se plaint de pratiques étranges. Engagé pour superviser la construction d'un hall polyvalent, il constate à son arrivée que le bâtiment est déjà construit. Même chose à Kabaya, une école d'infirmières qui n'a jamais vu le jour, émarge pourtant au budget de Nord-Sud Coopération pour une somme de 13 777 000 francs. Enfin, maintenant, il faut voir, il faut exactement voir où l'argent est passé. Je ne sais pas comment eux justifient les sommes qui ont été versées par la GCD, par l'ONG elle-même dans ces projets. Mais c'est vrai que ce silence sur les questions que l'on posait à Nord-Sud, ça révèle une certaine forme de complicité. Du moins, on en arrive
à émettre ses soupçons. Il y a des coïncidences troublantes pour vous. Bien oui, quand on sait évidemment qui était président du conseil d'administration du collège Kibié-Canet, et quand on sait également que cette personne se livrait à des trafics malhonnêtes, quoi. Bizarrement, ces projets sont tous situés dans la même région et sont tous gérés par des proches de l'ancien président de la République. Le collège de Ramboura est présidé par le colonel Bagosora et l'Institut Saint-Fidèle a pour promoteur Séraphin Rwabukumba, beau-frère du président. C'était leur gâteau en fait. C'était leur gâteau? Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tout le financement qui venait de la Belgique était plus ou moins géré par eux, par ces gens-là. Disons, ils étaient les membres fondateurs, disons, de l'école. Alors quand on a nationalisé l'école, tous les fonds devaient passer par et contrôlés par le ministère. Et ça ne leur plaisait pas? Ah, bien sûr. Ces sommes étaient versées à M. Rwabukumba et à M. Bagosora? Non, elles étaient versées au Rwanda à l'association et on a payé une ou deux fois à M. Rwabukumba qui avait avancé de l'argent sur place pour faire avancer les constructions. Séraphin Rwabukumba était jusqu'en avril 1994 un homme d'influence, directeur de la Banque nationale du Rwanda et directeur d'une société d'import-export qui aurait servi, selon le défenseur des droits de l'homme, de couverture à différents trafics, dont le trafic d'armes. C'était le bras financier de tous ces actes. Est-ce qu'on le savait dans la région? J'imagine qu'on le savait, mais on ne pouvait pas le dire. Oui, on le savait, mais à cause de la dictature, les gens ne pouvaient pas s'exprimer librement. Celui qui disait quelque chose était écrasé. Le nouveau pouvoir en place au Rwanda a inscrit messieurs Bagosora et Rwabukumba sur la liste des personnes recherchées pour leur participation au génocide. Voici tout ce qu'il reste des entrepôts de monsieur Rwabukumba à Kigali. Ce dernier a quitté le Rwanda dès le mois d'avril 1994 et depuis lors, il est réfugié en Belgique où il sollicite en vain jusqu'à présent le statut de réfugié politique. Les activités que vous aviez à la centrale et vos activités donc à Gizeni ne vous ont jamais servi de couverture? En quoi? Pour des trafics d'armes notamment. J'ai tout expliqué au juge d'instruction. J'ai tout expliqué à la Sûreté nationale. J'ai écrit des lettres, des documents sont là. Celui qui a des preuves, il peut les envoyer tout de suite à la justice. Vous êtes innocent de tout ce qui s'est passé au Rwanda? Je suis innocent. Et c'est pour cela que je suis là. En avril 1994, des centaines de milliers de Rwandais sont morts, victimes de la haine. Parmi eux, 3 jeunes Belges, partis au Rwanda par esprit d'aventure et par idéal. Ils sont morts à Ramboura, le 7 avril 1994. Mais surtout, ils sont morts abusés. Ils sont morts trompés par une coopération peu inquiète des résultats, par des responsables qui ne les ont pas avertis des dangers qu'ils couraient, par des dignitaires du régime qui se sont servis de leur présence. Alors Marc, vous n'avez pas trouvé de preuves formelles que les 3 coopérants sont morts parce qu'ils dénonçaient ce qu'ils avaient vu là-bas au Rwanda? Enfin, tout de même, dans votre séquence, vous faites le procès d'un certain type de coopération. Bah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ni l'ONG Nord-Sud Coopération, ni la GCD n'ont fait preuve d'une grande curiosité pour aller voir sur place au Rwanda la manière dont fonctionnaient les projets et s'il y avait adéquation entre les sommes d'argent qui étaient versées et le travail qui était effectué sur place. Ils n'ont pas été non plus très scrupuleux sur le choix des personnalités qui étaient censées piloter les projets.
Et c'est malheureusement assez révélateur de ce qui s'est passé au Rwanda durant des années, où au titre de la coopération au développement, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Et c'est aussi révélateur de la manière dont fonctionne l'administration générale de la coopération au développement, la fameuse AGCD, qui est la cible de beaucoup de critiques. Et pas plus tard que la semaine dernière, le secrétaire d'État à la coopération au développement, Reginald Morez, a traité son administration d'une manière assez particulière. Reginald Morez a dit que l'AGCD était lente, mal gérée et qu'elle faisait preuve d'un mépris illimité pour les populations d'Afrique. On peut difficilement dresser un réquisitoire plus sévère. Oui, d'ailleurs, au nom de la loi, dans ces cartons, vais-je dire, une émission consacrée, un dossier consacré à cette administration. Cela dit, revenons au sujet de votre reportage. Je suppose qu'il y a une enquête, ou même plusieurs enquêtes en cours à propos de la mort de ces jeunes coopérants. Oui, il y a une enquête interne à la GCD qui est allée voir les comptes de Nord-Sud Coopération et qui a conclu que ces comptes étaient parfaitement tenus. Mais on ne s'est pas beaucoup interrogé sur la manière dont fonctionnaient les projets. Puis par ailleurs, sur base d'une plainte des familles, il y a une enquête menée par un juge d'instruction bruxellois. Cette enquête devrait se clôturer dans les prochaines semaines. Et cette enquête est difficile. Les assassins présumés des 3 coopérants sont dans des camps de réfugiés, au Zaïre ou en Tanzanie. Puis par ailleurs, il existe très peu de traces écrites, de documents écrits qui permettraient d'établir les détournements éventuels. Merci Marc.